Je vous propose un petit jeu, un petit truc. C'est de vous proposer mon 11 favori, mon 11 presque de légende. Alors c'est pas tout à fait un 11 de légende, attention, je veux bien fixer les règles. Je vais vous donner un 11 qui sont mes 11 joueurs préférés par position que j'ai vu jouer aussi. Parce que c'est important, donc c'est pas les meilleurs, loin de là. Vous allez voir, il y a beaucoup de mecs qui sont passés par l'OM ces 10-15 dernières années, donc c'est pas les meilleurs, mais c'est les meilleurs à mes yeux, aux yeux de mon petit cœur. Je vais le faire là-dessus, et je vais rajouter petit à petit donc mes joueurs et tous les autres. Alors, on va commencer par l'entraîneur. Bon, l'entraîneur, même pas besoin de vous dire qu'il s'agit de Marcelo Bielsa. C'est une évidence, vous savez pourquoi, il représente mon football, j'en ai parlé 1000 fois. C'est quelqu'un aussi qui m'a fait croire que cet idéal de football que je savais même pas que j'avais en moi pouvait exister, et qui pouvait exister même si on n'avait pas des moyens illimités. C'est la fierté rendue aux supporters, c'est être fier de l'équipe qui vous représente. Et je viens d'enregistrer un podcast pour Copa Arena sur son épopée à Leeds, et simplement les 2 années en Championship, et avec Max Masson, qui a écrit 1987 Génération sacrifiée, qui avait suivi aussi cette équipe de très près. On était dithyrambiques, alors que c'était des joueurs en bois dans cette équipe, mais on a tellement vibré, il nous a rendus amoureux de Leeds, alors que logiquement Leeds, j'avais quelques souvenirs dans ma jeunesse, mais en fait Marcelo Bielsa, là où il va, il rend le football au football. C'est incroyable, et t'es juste amoureux de l'équipe qui fait jouer. Et voilà, c'est pour ça que je vais me coucher à 3 h du matin quand les matchs de l'Uruguay sont à 1 h du matin. Je veux les voir. Et Marcelo Bielsa, c'est plus qu'un coach, donc c'est évident que ça allait être le coach que j'ai vu et qui allait rentrer dans cette équipe. Pour le poste de gardien, j'ai choisi Fabien Barthez. Parce que là aussi, pour moi, c'est une évidence. Alors, il ne connaît pas Fabien Barthez, c'est un concept. Voilà. Donc, Fabien Barthez, je disais. C'est une évidence pour moi parce que c'est un gardien qui a du charisme, qui déclenchait quelque chose d'autre que du foot. En fait, c'est comme je dis, Marcelo Bielsa, c'est plus que du foot. C'était spectaculaire, Fabien Barthez, en fait. C'était vraiment spectaculaire. Quand tu le voyais, il avait ce côté, ses sorties incroyables. Le jeu au pied, il était tellement en avance sur tout le monde dans les années 90, pratiquement sur le jeu au pied. Il te faisait gagner des points, ça c'était important. C'est-à-dire que c'est vraiment un gardien... même quand il revient à l'OM en 2003, il me semble 2003-2004, l'année où on va en finale d'Europa League, il te fait gagner des points, tu le mets sur le terrain, il te fait des arrêts. L'attaquant qui arrive en 1 contre 1 contre Fabien Barthez, il se pose des questions, il avait peur. Donc il y a ce côté-là, il y a cette variante-là dans le poste de gardien. Pour moi, un gardien, ça doit être charismatique parce que t'as quelque chose de psychologique dans ce poste-là. Et Fabien Barthez, sans jouer au gros bras ou quoi que ce soit, à part 1 ou 2 fois où il a fait des conneries, il avait un charisme de dingue qui faisait douter l'attaquant. Il faisait que toi, en tant que gamin, il te faisait un peu rêver parce que il avait une détente aussi, des parades, c'était spectaculaire. Et puis il y avait aussi ces sorties de dingue. On se souvient tous de la sortie en finale de Coupe du Monde contre la légende Ronaldo, où il sort. Bon, il peut faire un petit peu mal. Encore une fois, c'était un peu le caractère de Barthez qui était tête brûlée. Mais moi, je me souviens aussi de sa sortie contre Kalou. Pour les plus anciens, ils s'en souviendront, lors du fameux OM PSG qu'on gagne 1-0 grâce à une tête de Sana. Il a mis un sale truc à Kalou qui partait au but. Il avait dit, quand il était parti après de l'OM, quand il était vraiment sur la fin, il revient au Vélodrome avec Nantes et il fait une interview en avant-match à Canal, et je me souviens qu'il dit un truc du genre moi l'OM c'est un club qui me fait bander, quoi. Tu dis waouh, tiens, le gars dit excusez-moi, hein, mais c'est la vérité, et tu sentais que c'était naturel en fait, que c'était quelqu'un, le feu qu'il y avait à l'OM tout le temps.
il avait envie de le vivre et ça lui faisait pas peur parce qu'il était un peu tête brûlée. Et ce côté-là aussi, le gardien doit être un peu fou. Il a ça aussi, et c'est vrai que par rapport à quelqu'un comme Mandanda par exemple, moi tous les jours je choisis Barthez, quoi. Et pour moi, Mandanda, c'est une légende par défaut parce qu'il était là tellement longtemps qu'il fait forcément partie de l'histoire de l'OM. Mais Barthez, c'est une étincelle, quoi. C'est un truc qui te fait voilà, qui te fait la même chose que l'OM lui faisait à lui, quoi. Et puis voilà, c'est mon 11 de cœur. C'est aussi le 11 qui m'a fait rêver un petit peu, auquel je me suis attaché. Barthez, j'y étais attaché. Bon, le premier, il n'y a pas trop de surprises aussi. Donc voilà, Gabriel Heinze. Gabriel Heinze, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'aime beaucoup l'idée du défenseur qui s'arrache. J'aime beaucoup l'idée du gars qui a surtout un état d'esprit qui lui permet de combler ses lacunes techniques, en fait. J'appréciais le joueur quand il était enfin déjà j'en étais un peu jaloux quand il était à Paris. Après, il part à Manchester, au Real. Donc en plus de ça, il fait quand même des gros clubs. Et vraiment, encore une fois, c'était pas un joueur avec une technique incroyable, mais c'était quelqu'un qui avait un tel état d'esprit que ça comblait complètement ses lacunes. Et puis quand il arrive à l'OM, c'est Didier Deschamps. Et Didier Deschamps, c'est le professionnalisme à tout prix. Et j'ai rarement vu un joueur avoir un tel impact. C'est que Heinze, c'était le joueur de Deschamps. Heinze, c'était l'âme de Deschamps sur le terrain. Et il n'était pas toujours extraordinaire. Alors quand même, en fin de saison, la saison du titre, le mec, il commence à marquer des coups francs et tout, j'ai pas tout compris. Mais c'était l'âme de Deschamps sur le terrain, c'était l'âme de Deschamps à l'entraînement. Et ce côté, cet impact incroyable qu'il a eu au niveau moral, au niveau faire passer un palier à l'équipe, pour moi, je trouve ça épatant. Et en plus de ça, donc en plus d'avoir été l'âme de Deschamps, il faut quand même dire que c'est un entraîneur aujourd'hui bielsiste. Donc c'est la rencontre entre Bielsa et Deschamps, c'est bon, il doit être dedans, il est dans l'équipe. Là, bon, le deuxième central, je suis pas sûr que vous le connaissez tous, donc c'est Domagoj Vida, que l'on va retrouver avec l'AEK Athènes. Alors pourquoi Vida ? Parce qu'en fait, donc comme vous le savez, j'ai vécu en Ukraine et au moment où je vis à Kiev, il est joueur du Dynamo et en fait c'est un joueur qui est très semblable à Heinze dans tout ce que j'ai dit au niveau de l'état d'esprit. C'est un gars qui terminait tous les matchs avec un bandage. Il était toujours en sang. Et c'était un gars qui avait un jeu de tête incroyable. Vraiment, il marquait assez fréquemment des buts. Moi, je me souviens d'un Dynamo Shakhtar parce que le moment où je vais au stade fréquemment au Dynamo, j'avais payé l'abonnement 30 € ou un truc comme ça et tu pouvais aller partout parce que Olimpijski, il était souvent vide. Et je me souviens, ce Dynamo Shakhtar, c'est un match super important pour le titre. Le Dynamo, ça fait plusieurs années qu'ils n'arrivent pas à gagner le titre. Et le mec qui débloque la situation, c'est lui sur corner, encore une fois. Et le reste du temps, il fait des tacles, il se castagne avec Luis Adriano, l'avant-centre du Shakhtar. Et puis même en Ligue des Champions, à cette époque, le Dynamo, c'est une équipe qui fait des quarts, qui fait des quarts demi d'Europa League et qui passe en 8e de Ligue des Champions. Et encore une fois, il fait le taf. Et je dis un cran en dessous parce que quand même c'est un cran en dessous de Heinze, mais on parle quand même d'un gars qui a fait qui a fait une finale de Coupe du Monde, donc c'est pas mal. Donc notre arrière gauche, mon arrière gauche préféré de toute la terre, du planète, du monde entier, Tai Taiwo, forcément. Alors Tai Taiwo, encore une fois, le côté équipe de cœur, pour moi c'est impossible de pas mettre Tai Taiwo. C'est un joueur que j'ai adoré, qui avait certes des limites, surtout tactiques, mais qui à un ou deux moments est devenu un joueur assez incroyable. Et on a tendance à l'oublier parce qu'on est tout le temps, on ressasse toujours ses conneries en fait. Mais le gars, il a été vraiment bon, quoi. Vraiment, vraiment bon en tant que carrière latérale et surtout à l'OM, où il est quand même élu deux fois meilleur joueur et 2 fois meilleur latéral gauche de Ligue 1. Donc c'est pas rien.
Et surtout, moi, j'ai un souvenir ému de sa saison 2008-2009 avec Eric Gerets. En fait, le problème de Tai Taiwo, c'est qu'il avait trop besoin, d'avoir un daron sur le banc un petit peu. C'est-à-dire que c'est un joueur qui... c'est un joueur qui, quand il est avec Gerets, quand Gerets le fait travailler, quand Gerets le moule un petit peu, il devient vraiment extraordinaire, il donne son meilleur, il est recadré tactiquement. Et en fait, quand Deschamps arrive, Deschamps, il veut des pros qui soient à qui t'as rien à dire, ils connaissent leur boulot, tu leur donnes quelques instructions, mais eux ils connaissent leur boulot, ils font leur boulot, il veut des Gabi Heinze. Et en fait, oui, c'était pas tout à fait ce genre de joueur, mais voilà, dans mon histoire footballistique en tout cas, Tai Taiwo qui doit être né en 85 aussi d'ailleurs, je pense, voilà, il est né en 85, donc comme moi, donc quand il arrive à l'OM, en fait, je me sens représenté par Tai Taiwo. Le coup franc qui met encore avant sous Jean Fernandez avec Rennes, ça reste un souvenir indélébile qu'il met en demi-finale de Coupe de France. Donc c'était incroyable, et même à la télé tu regardes, oh, waouh, même maintenant quand vous revoyez ce coup franc, vous vous dites c'est impossible de l'arrêter. On va rechercher, allez, voilà, Hiroki Sakai. Donc pareil, enfin c'est pas pareil, en fait c'est complètement différent de Tai Taiwo. Sakai c'est pratiquement l'anti-Tai Taiwo. C'est un joueur moi qui m'a épaté parce que vraiment en plus de 20 ans où je suis le foot de manière très sérieuse, j'ai rarement vu un mec avec un tel professionnalisme et surtout une telle modestie. En fait, de l'entendre dire moi, je ne suis pas talentueux, je suis là pour faire briller les joueurs plus talentueux comme Florian Thauvin. Les saisons où Thauvin il fait des 20 buts, 15 passes D, c'est grâce à Sakai, c'est grâce au fait que Sakai il était beaucoup plus intelligent tactiquement qu'on voulait le dire, et donc il comblait beaucoup de choses, il servait toujours Thauvin, il faisait des appels à répétition sur le côté qui permettaient à Thauvin de rentrer sur le côté gauche et de rentrer dans l'axe et d'enrouler. C'était incroyable, et vraiment un serviteur comme ça, en fait, d'avoir ce niveau de modestie et de te mettre autant au service de ton club, pour moi c'est le genre de choses qu'il faudrait absolument mettre en avant. Milieu de terrain, bon, obligé de mettre Lorik Sana qui est aussi l'un des premiers joueurs enfin pas l'un des premiers, mais en tout cas c'est l'un des joueurs qui te représentait le mieux en tant que supporter. Voilà. Moi, au moment où ils arrivent à l'OM, c'est Taiwo, Sana, je suis supporter à 300%. Surtout la première année. Parce que la première année, là, quand il arrive du PSG, c'est l'année Jean Fernandez, l'année où il y a aussi Franck Ribéry. Mais quand il arrive, alors là, mais en fait, il arrive, il a cette étiquette d'ancien parisien, donc même s'il dit ouais, je supportais l'OM, machin, dans ma jeunesse, tout ça, il y a quand même le truc ancien parisien. Et il va se dépouiller sur le terrain et il va faire qu'on va l'adorer. Et en plus, il va marquer ce but contre le PSG dans un match qui était important. L'OM tournait pas super bien non plus. C'était le match du retour de Fabien Barthez. Et il marque et il va célébrer comme un taré. Cette première saison, on voulait tous être Lorik Sana parce que tu jetais un ballon et il faisait des tacles de malade. Mais vraiment, c'était dangereux pour ses adversaires. Et après, il va évoluer un petit peu parce qu'à un moment on va lui reprocher de prendre trop de cartons, et puis il va aussi avoir un peu des blessures qui vont faire qu'il va jouer un petit peu moins ces dernières saisons à l'Olympique de Marseille. Il va beaucoup manquer, notamment la dernière saison sous Gerets, mais au niveau symbolique, Lorik Sana c'était vraiment quelque chose de fort. Bon, attention, on arrive enfin aux joueurs qui ne sont pas passés par l'OM. Bon, il y avait Vida, mais qui m'ont fait rêver. Alors, on va commencer par un joueur qui, je pense, a fait rêver beaucoup de monde, c'est Steven Gerrard. Steven Gerrard, c'était quand même un truc assez exceptionnel. Donc, c'est
Déjà parce que de manière un peu naïf, j'étais dans cette idée, oui, bon, bah, il quitte pas son club de cœur, machin. On sait qu'il a failli partir à Chelsea quand même. On sait que, bon, il quitte pas son club de cœur aussi parce que c'est Liverpool et que Liverpool grandit avec lui. Après, c'était quand même son club de cœur, donc il était quand même, il est quand même toujours très attaché à Liverpool. Donc il y avait un côté auquel j'étais très sensible. Tu ne quittes pas ton club de cœur. En avançant dans l'histoire du foot, dans le milieu du foot, tu comprends que bon, c'est un peu du blabla. C'était le joueur box-to-box, c'était le joueur qui faisait que je découvrais un petit peu ça. Il savait tout faire, il savait défendre, il pouvait tacler, il mettait des grosses frappes à 20-25 mètres. Ça, c'était un truc aussi qui me parlait beaucoup. Il sauvait souvent son équipe, il était souvent là quand son équipe allait moins bien. Donc tu disais, c'était le joueur de rêve, quoi. En fait, tu disais, c'est le joueur qui est fidèle à son club, qui peut défendre, qui peut attaquer et qui crée toujours des relations préférentielles avec la nouvelle star que tu ramènes. Comme je n'imagine pas faire un 11 sans notre ami Rivaldo, que je préférais à Zidane. Et oui, c'est la vérité. Moi, j'ai toujours préféré Rivaldo à Zidane, mais parce que déjà, quand j'étais jeune, j'étais un con de hipster. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui, j'apprécierais mieux la carrière de Zidane si Zidane était un joueur en 2020. Mais à l'époque, entre 98 et 2002, Rivaldo, je le trouve injouable. Et pourtant, quand il arrive à la Coupe du Monde 98, je me souviens que moi, je voulais voir que Ronaldo, comme tout le monde. J'avais 12 ans, 13 ans. Tout le monde, on rêvait que de Ronaldo. C'était le joueur qui faisait rêver. Et la Coupe du Monde 98, je me dis, mais c'est qui ce mec là? C'est qui ce mec qui tire les coups francs? Et d'un seul coup, j'ai découvert ce gars-là avec ses jambes marquées, avec sa drôle de gestuelle, avec ses frappes. Mais ces frappes, elles étaient sèches. Elles allaient dans le petit filet. Il y avait vraiment un truc, genre, c'était vraiment sans pitcher. Et donc je découvre ce mec là à ce moment là et je me dis ah ok, en fait c'est vrai bon joueur, c'est crochet, il y avait une finesse incroyable et d'un autre côté visuellement il y avait un côté très froid dans ce qu'il faisait, il y avait un côté très lame de rasoir dans tout ce qu'il faisait. Et quand tu vois sa gueule là émaciée comme ça, il y a un truc très lame de rasoir. Et la saison suivante 98-99, c'était dès que je voyais 2 minutes de highlight de Barcelone, parce qu'à l'époque il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de trucs de streaming, tu voyais très peu de matchs. Quand je pouvais voir l'équipe du dimanche, mais j'en pouvais plus de voir ce joueur. Chaque fois c'était lui qui sauvait son équipe aussi. Il marque je sais pas combien de buts il marque cette saison-là. Il finit Ballon d'Or et en fait c'est l'un des joueurs qu'on oublie très souvent parce que il fait une saison en Liga, 37 matchs, 24 buts, 16 passes décisives. C'était incroyable et il pouvait tout faire. Il pouvait prendre le ballon du rond central, accélérer, aller te claquer un but, soit enroulé, soit à ras de terre. Et puis même des fois, il pouvait faire preuve d'une finesse incroyable. Il pouvait parfaitement te mettre un lob. Bref, il pouvait tout faire. Moi, c'est le joueur qui me faisait rêver quand j'étais ado. En vrai, c'est vraiment le joueur qui me faisait rêver c'était un joueur monstrueux. Et pour avoir revu récemment pour Copa Arena des matchs de l'Argentine et des Argentine-Brésil, des trucs comme ça du tournant des années 2000. Vraiment, Rivaldo, il est incroyable. Il y a des matchs, tu vois pas Ronaldo, tu vois Rivaldo. Il prend le ballon, il va marquer des buts. On peut rien dire de plus, quoi. C'est con, mais il prend le ballon, ou il va donner un but, ou il va marquer tout seul. Et puis si tu le laisses dans une position dangereuse, il te châtie le mec, il te laisse aucune chance. C'était incroyable, vraiment. C'est plutôt un attaquant, mais il a joué aussi sur le côté, donc pourquoi pas mettre Mamadou Niang sur le côté gauche avec Taiwo. En plus ils se connaissent et on fait souvent ce truc oui, sous-côté, sur-côté, machin. En plus c'est son anniversaire aujourd'hui apparemment. Pour moi Mamadou Niang il est sous-côté au moins dans les hommages qu'on fait qu'on lui fait de la part de la communauté olympienne notamment sur Twitter
Par exemple, Mamadou Niang, il a fait 20 fois plus que Mika Pagis. Bon, après, ok, je suis aussi sensible à la beauté esthétique. Mais je trouve que voilà, on en fait un peu beaucoup sur Pagis et un peu pas assez sur Mamadou Niang. Un joueur incroyable qui marque toutes les saisons à l'OM, il marque au moins 10 buts en Ligue 1, bien sûr, parce que sinon il est plus proche des 20 buts. Et en plus de ça, qui progresse chaque année, on le voit progresser. Lorsqu'il arrive, il rate pas mal d'occasions et ce que j'apprécie moi dans ce genre de cas, c'est qu'il se planque jamais parce qu'il y a des solutions pour se planquer dans le football. Quand tu es attaquant, il y a des solutions pour recevoir le ballon dans des positions un peu moins dangereuses, tu fais un peu moins d'efforts, tu fais moins de courses, tu prends moins tes responsabilités. Lui, il les a toujours pris, même la première saison où il y a vraiment un moment c'est difficile. Et au final, on peut pas parler de saison ratée voilà, quand on voit ses stats. Deuxième saison, il commence à progresser. D'ailleurs, en début de saison, on ne sait pas trop, surtout la saison suivante, je me souviens 2007-2008, Djibril Cissé est revenu de blessure, machin, et il y a beaucoup de monde qui imagine que Niang va être remplaçant, mais en fait non, Niang il est indispensable à l'équipe, il reprend sa place, il devient encore plus létal dans la surface de réparation, il continue de marquer, il continue aussi de progresser en Champions League, parce que c'était un gars, aussi c'était un autre truc, il était pas... il était au niveau quand tu joues la Champions League avec lui, il marquait des buts aussi et au final ça va se terminer sur le fait qu'il voilà encore une fois bon il est toujours à 20 buts, il est toujours là en Ligue des Champions mais il va terminer donc meilleur buteur du championnat, un petit total 18 buts mais quand même et champion de France et le brassard de capitaine et voilà, c'est quelqu'un qui a tout fait à l'OM et pareil dans cette idée équipe de cœur, équipe qui m'a fait qui a été importante avec des joueurs importants dans mon rapport au football. Mamadou Niang, tu peux pas l'enlever. C'est notre ami Yarmolenko. Donc Yarmolenko, il est important aussi parce que voilà, j'ai vécu en Ukraine au moment où il est capitaine du Dynamo, où il est important et puis aussi par rapport à la sélection ukrainienne. En fait, il y a des joueurs comme ça qui sont annoncés comme des grosses stars. En vrai, Yarmolenko n'avait pas beaucoup plus de talent que Florian Thauvin. Il faisait à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il était sur son côté, il tentait de déborder et sa spéciale c'était rentrer sur le pied gauche, enrouler. C'était ça, il savait faire à peu près que ça. Mais la différence entre Yarmolenko et Thauvin, c'est qu'Yarmolenko, il est attachant dans le sens où même s'il débarque avec cette image de next big thing, de n'importe quoi, on comparait le prochain Shevchenko alors que ça n'a rien à voir, c'est un ailier, Shevchenko c'est un attaquant, dans les qualités c'est deux planètes différentes, bon ça n'a rien à voir. Mais par contre Yarmolenko, dans les matchs importants, il était là pour le Dynamo, il avait dit je partirai du Dynamo quand j'aurai gagné un titre. Il tient sa promesse, il ramène le titre à Kiev et après il part. Avec l'équipe nationale d'Ukraine, pareil, à chaque fois que l'Ukraine doit jouer des barrages, des matchs importants, il est là pour mettre les buts importants en sélection. Et puis surtout, il finit éclaté. Le gars, on dirait que chaque match, il en peut plus. Il est vraiment épuisé. Et enfin, l'avant-centre. Donc là, on va encore faire un saut, on va repartir plutôt dans les strates Rivaldo. Et ce n'est pas Shevchenko auquel je n'étais pas spécialement attaché quand j'étais gamin, mais c'est un autre Gabriel, c'est notre ami Gabriel Batistuta bien sûr. Donc Gabriel Batistuta, la photo des années 80, waouh, cette coupe de cheveux. Gabriel Batistuta, c'est aussi un peu un fantasme d'ado. C'est quand tu découvres le foot international lors du Mondial 98 et que tu vois ce gars qui a un port altier, qui est capable de mettre des patates de loin ou de s'arracher. Il avait l'air d'avoir une puissance dans sa frappe, mais de n'importe où il pouvait déclencher. C'était
on aurait presque dit un personnage d'Olivier Tom en fait, Batistuta. C'est ça le truc. C'était si parce que j'ai joué il y a pas longtemps au jeu Olivier Tom et il crée des clichés de position machin. Bon, malheureusement le cliché qu'il crée pour l'Argentin c'est un cliché de Maradona, on comprend dans le manga. Mais si tu crées un cliché d'avant-centre sud-américain argentin, tu crées Batistuta. C'était magnifique à voir, la chevelure dans le vent comme ça, et tu lui mettais le ballon, il frappait fort, ses gestes étaient stylés, c'était un attaquant racé quoi, c'est ça. Et c'est un mec qui en plus de ça, au moment où je le découvre, il joue à la Fiorentina avec le légendaire maillot Nintendo. C'est le genre de choses qui te fait rêver quand t'es ado et qu'il parvient à les qualifier avec Rui Costa en Ligue des Champions. Et donc je voyais les résumés, mais c'était incroyable. Je me souviens d'un but incroyable qu'il met contre Arsenal. Voilà, il est là, il met une patate dans un angle incroyable. C'était vraiment un idéal, voilà, comme Steven Gerrard était un idéal de milieu box-to-box pour moi. Batistuta c'était un idéal d'avant-centre, c'était l'avant-centre racé par excellence et c'était un fantasme d'ado. Tu disais putain mais moi je veux être Batistuta, je veux jouer comme Batistuta et puis après c'est une référence, tu peux comparer les autres à Batistuta et comme Fabien Barthez est pour moi aussi un idéal de gardien de but. Donc voilà messieurs, mon équipe type, j'essaye de ou peut-être que comme ça on va mieux la voir. Voilà, mon équipe type, moi je trouve qu'elle a de la gueule quand même. Je l'aime bien, elle ressemble pas mal au foot que j'aime. Barthez, encore une fois, c'est important d'avoir du charisme dans les buts. Un mec qui te fait gagner des points, qui effraie les autres et qui en plus, voilà, un charisme de fou. Une défense centrale, tu peux pas rentrer dans la surface de réparation ou alors tu perds une jambe. C'est aussi ce qu'on veut, des mecs qui se battent, qui vont s'arracher jusqu'au dernier moment, et des gars qui n'étaient pas des mauvais joueurs, parce que encore une fois, on va le répéter, mais voilà, Enze, c'est le gars qui te fait passer un palier, qui fait que l'OM va chercher un titre de champion. Vraiment, c'est incroyable l'impact émotionnel qu'il a sur ses partenaires. Et Vida, il a quand même fait une finale de Coupe du Monde, en étant un peu le sidekick, c'est vrai, mais il est toujours là, il a quand même fait une finale de Coupe du Monde, et c'est quelqu'un qui se bat à longueur de temps. Tai Taiwo, voilà, regardez cette tête, regardez ce sourire, comment on peut pas aimer Tai Taiwo, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais Tai Taiwo, c'est le mec que tu avais envie de voir réussir, et qui a fait des trucs vraiment pas dégueux à l'OM, qui finit aussi champion de France. Sakai, c'est le gars pour lequel j'ai trop de respect, qui est parvenu à faire briller Florian Thauvin de mille feux, qui fait aussi une finale d'Europa League, c'est pas rien quand même. Milieu de terrain, bon, Sana, voilà, parce que c'est l'un des joueurs qui a le plus représenté le côté fighting spirit pour l'OM. Steven Gerrard, un idéal de milieu relayeur qui pouvait tout faire. Rivaldo, un idéal de joueur de foot offensif, vraiment, il pouvait marquer, passer, il pouvait tout faire, et encore une fois, avec un style qui ne lui appartenait qu'à lui, incroyable. Mamadou Niang pour tout ce qu'il a rendu à l'OM, le gars qui ne se cache jamais, qui progresse dans la finition, qui progresse techniquement et qui finit champion de France avec son club avant de partir. Yarmolenko, le Florian Thauvin, mais attachant, le gars aussi qui fait les efforts jusqu'au bout, jusqu'à la 90e minute et qui dans les grands matchs va être présent à son niveau. Et Batistuta, l'idéal d'avant-centre. Et bien sûr sur le banc, Marcelo avec cette photo, mais tellement magnifique, tellement magnifique. Donc voilà, c'était mon équipe type. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez.